Ils n'ont pas simplement demandé à Chloé Valmont de partir. Ils l'ont jetée dehors comme si elle n'était rien. Le bruit de la porte d'entrée claquant derrière elle résonna dans la rue silencieuse, sec et définitif, tel un verdict déjà rendu. La pluie trempa son mince manteau en quelques secondes. Dans ses mains, elle tenait 2 valises qui n'étaient même pas pleines, non pas parce qu'elle voyageait léger, mais parce que presque tout ce qu'elle possédait lui avait déjà été retiré. Son téléphone vibra une fois, puis s'éteignit. Les comptes bancaires étaient gelés. Les cartes de crédit refusées. Même l'application de covoiturage rejeta sa demande. Chloé se tenait sous la lueur d'un lampadaire, regardant les lumières du manoir des Beaumont dans la vallée de la Loire, où elle avait vécu pendant 15 ans, s'éteindre une à une. À l'intérieur, Nicolas Beaumont célébrait déjà. Il avait gagné, ou du moins le pensait-il. Aux yeux du monde, Chloé n'était qu'une autre épouse rejetée, une femme qui avait abandonné sa carrière, son indépendance et sa voix pour un homme puissant, pour être remplacée dès qu'elle devenait gênante. Dès le matin, les blogs à potins la qualifieraient d'instable. L'après-midi, les avocats la dépeindraient comme avide, et à la tombée de la nuit, elle porterait officiellement l'étiquette que Nicolas avait toujours cru être la sienne, jetable. Chloé ne pleura pas. Pas encore. Le choc la tenait debout plus que la force ne le faisait. Ses mains tremblaient alors qu'elle traînait les valises sur le trottoir, ses talons claquant irrégulièrement sur le béton mouillé. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la ville elle-même la repoussait. Ce que personne ne pouvait voir, c'était la vérité qui pressait contre ses côtes, enfermée derrière des années de silence et une promesse qu'elle n'avait jamais rompue. Une promesse que sa mère, Marie-Claire Valmont, lui avait fait jurer de tenir, peu importe l'injustice de la vie. Ne parle pas. Ne te bats pas. Pas encore. À l'autre bout de la ville, dans un appartement de haut standing du 8e arrondissement de Paris, Nicolas levait une coupe de champagne avec un sourire suffisant, disant à sa maîtresse que Chloé plierait en quelques jours. Il disait qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'alliés et plus aucun levier. Il se trompait sur une chose. Chloé Valmont marchait vers la nuit la plus sombre de sa vie, oui, mais elle marchait aussi droit vers le moment qui allait tout changer. Et quand son nom serait enfin prononcé à haute voix, cela n'arrêterait pas simplement une conversation, cela glacerait toute une salle d'audience. Chloé dormit sur un banc étroit à l'intérieur d'une petite gare de TER en province, son manteau plié sous sa tête comme une maigre excuse. Les lumières fluorescentes ne faiblissaient jamais. Elles bourdonnaient sans relâche, rendant le temps figé et hostile. Toutes les quelques minutes, des pas passaient, des voix résonnaient, des roues roulaient. Personne ne la regarda 2 fois. Au matin, son corps la faisait souffrir, mais son esprit lui faisait encore plus mal. Elle se lava le visage dans les toilettes publiques, fixant son reflet comme s'il appartenait à une étrangère. Ses yeux étaient enflés, non pas d'avoir pleuré, mais d'avoir tout retenu. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. 15 ans plus tôt, elle avait été vive, déterminée, à mi-chemin de ses études à la faculté de droit, pleine d'arguments. Elle était prête à gagner. Puis elle avait rencontré Nicolas Beaumont. Nicolas avait aimé cette version d'elle au début. Ou du moins, il aimait ce qu'elle lui apportait. Une femme qui pouvait le conseiller discrètement, corriger ses contrats avant ses avocats, et ne jamais demander de crédit. Lorsqu'il l'avait demandé en mariage, il avait promis un partenariat. Il avait promis la sécurité. Il avait promis qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter. Et lentement, promesse après promesse, elle avait disparu. Chloé se souvenait du jour où elle avait quitté l'université. Nicolas avait présenté cela comme un cadeau. Pourquoi lutter, avait-il dit, quand je peux tout fournir? Elle s'était dit que c'était temporaire. Puis vint le mariage, les déménagements, les longs dîners avec les investisseurs où son travail consistait à sourire et à rester silencieuse. Chaque année, son monde devenait plus petit, sa voix plus douce, jusqu'à la nuit dernière. À midi, la réalité arriva avec une clarté brutale. Son téléphone n'avait toujours pas de réseau. Son courriel était verrouillé. Une notification d'une application juridique finit par charger, longue d'une seule ligne. Ordonnance restrictive temporaire, interdiction d'accès au domicile conjugal, interdiction d'accès aux biens communs. Les mains de Chloé tremblaient si fort qu'elle laissa tomber le téléphone. Elle essaya d'appeler le seul avocat en qui elle avait confiance, tombant directement sur la messagerie vocale. Elle envoya un courriel. Le message lui revint. Dans l'après-midi, elle comprit ce que Nicolas avait fait.
Il ne l'avait pas seulement quitté. Il l'avait effacé. Pire encore, un autre avis apparut. Une alerte de recouvrement de créances. Un prêt qu'elle ne reconnaissait pas. Son nom rattaché à un montant si élevé qu'il lui donna la nausée. Elle fit défiler les documents avec incrédulité. Sa signature était là, ou quelque chose d'assez proche pour passer. Ce n'était pas un divorce. C'était un piège. Chloé sortit, la ville grondant autour d'elle. Et pour la première fois depuis que la porte avait claqué derrière elle, la panique perça. Si cela tenait, elle pourrait perdre plus que de l'argent. Elle pourrait perdre sa liberté. Et si elle perdait ce combat, elle pourrait perdre son enfant pour toujours. Nicolas savait exactement ce qu'il faisait. Il avait bâti son empire en écrasant l'incertitude. Et maintenant, il retournait cette compétence contre elle. Chloé s'appuya contre un mur de briques, respirant lentement, se forçant à ne pas s'effondrer. Quelque part sous la peur, sous l'épuisement, quelque chose d'autre remua. Un souvenir, un avertissement, une promesse scellée il y a des années, destinée à un moment comme celui-ci. Elle la murmura dans un souffle, à peine audible. Pas encore. Parce que si Nicolas pensait que c'était la fin, il ne comprenait pas le genre de femme qu'il avait acculée, et il n'avait aucune idée à quel point elle était proche de rompre son silence. Ce qu'il avait fait pour l'enterrer allait bientôt l'entraîner vers le fond. Au troisième matin, Chloé Valmont cessa d'être invisible. Son nom apparut d'abord comme un murmure, puis comme un gros titre. Nicolas Beaumont se tenait devant un pupitre poli à l'intérieur d'une salle de conférence du centre-ville, les murs de verre encadrant l'horizon de Paris derrière lui. Les appareils photo cliquetaient, les microphones se pressaient. Sa voix était calme, contrôlée, presque pleine de regrets. Il parlait le langage des hommes qui savent que le récit leur appartient. Cette séparation est malheureuse, dit-il en croisant les mains. Mais je dois protéger mon entreprise, ma réputation et, surtout, mon enfant. Ce dernier mot atterrit comme une lame. En quelques minutes, les extraits se répandirent. Les fils d'actualité se remplirent de citations tronquées et d'images figées. Nicolas, composé et digne. Chloé, invisible, non nommée, déjà jugée. Un média la qualifia d'émotionnellement instable. Un autre sous-entendit une imprudence financière. Un troisième fit allusion à une trahison sans preuve, laissant l'implication faire le travail. À midi, son visage était partout. Une vieille photo fit surface. Une prise il y a des années lors d'un gala de charité. Elle souriait alors, ignorant qu'un jour cela serait utilisé contre elle. La légende disait, l'épouse séparée de Nicolas Beaumont au milieu de la tourmente du divorce. Chloé regarda tout cela se dérouler depuis un petit bistrot au bord de la Loire, sirotant un café qu'elle ne pouvait pas se permettre de finir. La télévision au-dessus du comptoir repassait la déclaration de Nicolas en boucle. Toutes les quelques secondes, sa voix répétait la même phrase, faisant chaque fois se serrer sa poitrine. Autour d'elle, des inconnus formaient des opinions en temps réel. Le pauvre type, marmonna quelqu'un. Elle a l'air instable, dit un autre. Chloé garda les yeux baissés. Elle voulait hurler que rien de tout cela n'était vrai, qu'elle n'avait jamais touché à son argent, qu'elle avait construit plus de son succès que quiconque ne le savait. Qu'elle était restée silencieuse, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'on le lui avait ordonné. Au lieu de cela, elle ne dit rien. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une notification. C'était une demande de message d'un nom inconnu. Manon Leroy, la femme que Nicolas présentait désormais comme sa compagne. Le message était court, chirurgical et cruel. Tu aurais pu partir discrètement. Tu as choisi ceci. Chloé fixa l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Le bistrot bourdonnait d'une vie qui semblait impossiblement lointaine. Elle réalisa alors que Nicolas n'essayait pas seulement de gagner légalement. Il essayait de la détruire socialement, publiquement, définitivement, et cela fonctionnait. Une heure plus tard, un autre coup tomba. Son ancienne amie annula leur déjeuner. Une cousine éloignée cessa de répondre. Même le conseil d'administration d'une association caritative pour laquelle elle avait autrefois fait du bénévolat retira discrètement son profil de leur site. Une à une, les portes se fermaient. Pas avec fracas, mais avec un silence poli. Le soir venu, Chloé marcha le long de la rivière, la ville brillant comme si rien n'avait changé. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite.
Pas quand elle avait quitté l'université, pas quand elle avait signé l'abandon de son contrôle. Pas même quand la porte avait claqué derrière elle. C'était différent. C'était un effacement. Elle s'assit sur un banc, les mains serrées sur ses genoux, luttant contre l'envie de s'effondrer. Nicolas croyait que la honte l'achèverait, que l'opinion publique écraserait ce qui restait de sa résolution. Il ne savait pas que la honte avait déjà fait son pire, et que ce qui vient après le silence n'est pas la faiblesse, c'est le règlement de compte, car plus Nicolas parlait fort, plus il se rapprochait de l'exposition de la vérité qu'il cherchait désespérément à enterrer. Le palais de justice sentait le désinfectant et le vieux papier, un endroit où les vies étaient réduites à des dossiers et des numéros de référence. Chloé Valmont arriva seule, traversant les portiques de sécurité avec rien d'autre qu'un sac en cuir usé et un calme qu'elle ne ressentait pas. Ses talons résonnaient trop fort sur le sol poli, chaque pas annonçant à quel point elle était exposée. À l'intérieur de la salle d'audience, Nicolas Beaumont était déjà assis. Il ne la regarda pas au début. Il était entouré de 3 avocats en costume sur mesure, leurs ordinateurs portables ouverts, des bloc-notes juridiques remplis d'une écriture soignée. Ils se penchaient les uns vers les autres, confiants, répétés. C'était un terrain familier pour eux. Pour lui, c'était une autre salle de conseil. Chloé prit place à la table opposée. Il n'y avait personne à côté d'elle. Des murmures parcoururent la galerie. Des visages curieux se tournèrent. Certains la reconnurent des nouvelles, d'autres des clips sur les réseaux sociaux dépouillés de contexte et de pitié. Chloé sentit le poids de leur jugement peser contre son dos, mais elle garda les yeux fixés devant elle. Le juge entra. Les formalités suivirent. Les dates furent lues. Les motions furent listées. Chloé comprenait chaque mot. C'était la partie la plus cruelle. Elle savait exactement à quel point cela se passait mal. L'avocat principal de Nicolas se leva en premier. Il parla avec fluidité, respectueusement, peignant un tableau presque convaincant. Un cadre puissant protégeant son entreprise. Un père préoccupé par l'instabilité. Une épouse, suggéra-t-il prudemment, qui était émotionnellement compromise et financièrement irresponsable. Chloé serra les mains sous la table. Puis vint la question de la garde. L'avocat fit glisser des documents vers le banc, chacun étant un nouveau coup. Paiement manqué, dette non vérifiée, allégations présentées comme des faits. Chloé ouvrit la bouche pour parler, mais le juge leva la main. Mademoiselle Valmont, dit le juge d'un ton égal. Avez-vous une représentation aujourd'hui? Chloé déglutit. Non, votre honneur. Une pause, pas méchante, mais définitive. Le jugement tomba rapidement. Garde temporaire à Nicolas. Accès restreint en attente de révision. Chloé sentit les mots frapper sa poitrine comme un coup violent. La salle devint floue sur les bords alors que le marteau frappait. Juste comme ça, c'était fait. Nicolas la regarda enfin. Son expression était composée, presque compatissante. Mais il y avait autre chose en dessous. De la satisfaction. Il se leva alors que le juge sortait, boutonnant sa veste avec un calme délibéré. En passant près de Chloé, il se pencha juste assez pour qu'elle l'entende. « Je te l'avais dit, dit-il doucement. Tu aurais dû rester silencieuse. » Il s'éloigna sans se retourner. Chloé resta assise longtemps après que la salle eut commencé à se vider. Le banc semblait froid sous ses paumes. Elle fixa l'endroit où Nicolas s'était tenu, les oreilles bourdonnantes, la gorge serrée. Perdre la maison avait fait mal. Perdre son nom avait coupé plus profondément. Mais ceci était la dévastation. Dehors, les journalistes attendaient, affamés et implacables. Chloé se glissa par un couloir latéral, son cœur battant comme s'il allait se briser. Dans la cage d'escalier, elle se laissa enfin appuyer contre le mur, le souffle tremblant. C'était ce que Nicolas voulait. L'effondrement total, aucun soutien, aucun levier, aucun avenir. Et pourtant, quelque part sous le chagrin et la peur, une voix familière résonna dans sa mémoire. Stable, certaine. Quand tu perds tout, tu es enfin autorisé à bouger. Chloé se redressa lentement, essuyant son visage du revers de la main. Elle n'avait pas fini, loin de là, car l'homme qui venait de prendre son enfant n'avait aucune idée à quel point il était proche de signer sa propre perte. Chloé s'attendait au silence. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que la trahison vienne du seul endroit en qui elle avait encore confiance.
Le courriel arriva juste après le coucher du soleil, alors que le paysage autour de son modeste gîte rural en bordure de Normandie brillait d'orange et de gris feutré. Elle était assise au bord du lit, fixant à nouveau les papiers de la garde, lisant les mêmes lignes jusqu'à ce qu'elles cessent d'avoir du sens. L'objet du message figea ses doigts en plein mouvement. Concernant votre dossier. C'était de Laurent Mercier, son ancien avocat, le seul juriste qu'il avait connu avant que Nicolas ne réécrive sa vie. L'homme qui lui avait dit autrefois avec une véritable inquiétude qu'elle méritait mieux que le silence. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Chloé, en raison d'informations nouvellement divulguées, je ne peux plus vous représenter. Je vous conseille d'envisager un règlement rapide. Ce n'est pas une bataille que vous pouvez gagner. Aucune explication, aucun appel, juste un retrait silencieux enveloppé dans un langage juridique. Son estomac se noua. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était une notification du portail du tribunal. Un document avait été soumis sous son nom, une déclaration sous serment, une qu'elle n'avait jamais écrite. Elle l'ouvrit, le cœur battant, les yeux parcourant la page avec incrédulité. C'était une confession, ou quelque chose destiné à y ressembler. Un aveu d'imprudence financière, d'instabilité émotionnelle, une recommandation pour que la garde soit limitée de façon permanente. Au bas se trouvait une signature, la sienne, ou assez proche. Chloé sentit l'air quitter ses poumons. Elle le relut, plus lentement cette fois, son esprit luttant pour suivre. La formulation était précise, calculée, le genre de langage que les avocats utilisaient quand ils voulaient qu'un juge arrête de poser des questions. Laurent Mercier l'avait déposée. La pièce sembla basculer. Chloé se leva trop vite, sa vision se brouillant alors que la panique montait dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement injuste. C'était criminel, et cela signifiait quelque chose de bien pire que de perdre un procès. Cela signifiait que Nicolas l'avait atteint. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Contre son meilleur jugement, elle répondit. « Chloé, » dit Laurent, sa voix basse et tendue. « Je suis désolé. »« Vraiment. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas, » dit-il rapidement. « Vous vous attaquez à des ressources que vous ne pouvez imaginer. Des gens puissants. Si vous continuez à pousser, cela deviendra plus laid. Vous avez déposé une fausse déclaration en mon nom, dit-elle, sa voix stable d'une manière qui la surprit elle-même. Vous avez détruit ma crédibilité. Une pause. Puis doucement, j'ai fait ce que je devais faire. La ligne se coupa. Chloé retomba sur le lit, le choc laissant place à quelque chose de plus froid. Nicolas n'avait pas seulement construit un mur légal autour d'elle. Il avait empoisonné le sol sous ses pieds. Tout avocat qui toucherait à son dossier verrait ce document en premier. Tout juge remettrait en question sa santé mentale avant d'entendre sa vérité. C'était le coup qui était censé l'achever. Elle fixa le mur, respirant lentement, sentant le poids de tout cela l'écraser. Seule, discréditée, acculée. Même le système en lequel elle croyait autrefois lui avait tourné le dos. Pendant un long moment, elle envisagea d'abandonner. Puis elle se souvint du visage de sa mère, Marie-Claire Valmont. La façon dont sa voix ne vacillait jamais quand elle disait « S'ils te trahissent aussi profondément, cela signifie que tu te tiens au bon endroit. » Chloé reprit son téléphone. Ses doigts planèrent sur un numéro qu'elle avait mémorisé mais jamais utilisé. Un numéro qu'on lui avait dit d'appeler seulement quand il n'y avait vraiment plus rien à perdre. Elle ne l'avait pas encore appelé, mais après ce soir, elle savait. Parce que quand même la loi se retournait contre elle, Chloé était enfin prête à déverrouiller la vérité qui allait déchirer le monde de Nicolas. L'avis arriva à l'aube, tamponné dans un langage officiel et froid qui ne laissait aucune place aux malentendus. Chloé le lut une fois, puis une autre, ses mains stables tandis que son pouls rugissait dans ses oreilles. Une réclamation civile, un prêt impayé, son nom listé comme garant principal. Le montant était stupéfiant, le genre de chiffre qui ne menaçait pas seulement le confort, mais la liberté. Elle s'assit au bord du lit du gîte, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux fins, et essaya de reconstituer comment cela s'était produit. Les dates ne correspondaient pas. Les signatures étaient fausses. Pourtant, tout le reste semblait terriblement réel. En tête de la banque, sceau de notaire, une chronologie qui plaçait l'approbation du prêt carrément pendant la dernière année de son mariage. Le coup final de Nicolas était soudainement clair.
Si le tribunal croyait que cette dette était la sienne, elle ne perdrait pas seulement la garde. Elle pourrait faire face à des accusations criminelles pour fraude. Sa crédibilité, déjà fissurée, volerait en éclats complètement. Aucun juge ne lui ferait confiance. Aucun avocat ne risquerait de toucher à son affaire. Et Nicolas s'en tirerait propre, secouant tristement la tête, comme si elle s'était infligé cela elle-même. Chloé ferma les yeux et se força à respirer. Elle se souvenait des nuits assises à la table de la cuisine pendant que Nicolas passait en revue les contrats, lui demandant juste d'y jeter un œil. Il l'avait dit avec désinvolture, affectueusement. « Tu es meilleur à ça que mes employés », plaisantait-il. Elle avait corrigé des clauses, signalé des risques, expliqué des conséquences qu'il prétendait ne pas comprendre. Quelque part dans ses heures tardives, il avait appris exactement comment transformer sa compétence en arme contre elle. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était une notification de messagerie vocale d'un numéro inconnu. Elle appuya sur lecture. « Mademoiselle Valmont », dit une voix d'homme, professionnelle et sèche. « Ceci concerne le solde impayé associé à votre compte. L'absence de réponse dans les 72 heures entraînera d'autres poursuites judiciaires. » 72 heures. Chloé rit doucement, le son mince et sans humour. 3 jours pour prouver un mensonge dont elle ignorait l'existence. 3 jours sans argent, sans avocat, et une réputation déjà peinte comme instable. Nicolas n'avait pas seulement tendu un piège. Il l'avait chronométré parfaitement. Elle se leva et fit les 100 pas dans la petite pièce. Les souvenirs entrant en collision avec le présent. La manière prudente dont Nicolas cadrait toujours les décisions comme une protection. La façon dont il insistait pour gérer les finances afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. La façon dont il avait souri quand elle avait finalement cessé de poser des questions. C'était le prix de la confiance. À la mi-journée, la peur céda la place à quelque chose de plus tranchant. La colère, oui, mais aussi la clarté. Chloé commença à lister tout ce qu'elle avait encore, sa mémoire, sa formation, sa capacité à lire entre les lignes, et une dernière chose qu'elle avait protégée toutes ces années sans comprendre pleinement pourquoi, un nom. Elle ouvrit son sac et en sortit une fine enveloppe qu'elle avait transportée d'un endroit à l'autre pendant des années, non ouverte, intacte. L'écriture de sa mère la fixait, familière et stable. À l'intérieur se trouvait une seule carte et un numéro écrit à l'encre qui s'était légèrement estompé avec le temps. Appelle seulement quand il n'y a pas d'autre moyen. Chloé tint la carte entre ses doigts, le poids du moment s'installant sur elle. Nicolas croyait que la dette l'écraserait avant qu'elle ne puisse se relever. Il croyait qu'elle était seule. Il avait tort. Elle prit son téléphone, n'hésita qu'une fois, puis commença à composer. La ligne sonna une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, quelqu'un répondit. « Fonds d'héritage Valmont-Lafayette », dit la voix calme. « Comment pouvons-nous vous aider ?» Chloé déglutit. « Je m'appelle Chloé Valmont », dit-elle doucement. « Et je pense qu'il est temps que vous sachiez ce qu'ils m'ont fait. » À l'autre bout de la ligne, le silence tomba, car une porte qui avait été scellée depuis des décennies venait d'être déverrouillée. L'appel se termina sans cérémonie, pas de promesse, pas de réconfort, juste une reconnaissance tranquille et une seule phrase qui resta avec Chloé longtemps après que la ligne fut coupée. « Nous vous recontacterons. » Elle resta assise là un long moment, le téléphone reposant contre son oreille, écoutant le silence creux qui suivit. Pendant des années, elle avait imaginé que ce moment ressemblerait à un sauvetage, à un soulagement. Au lieu de cela, cela ressemblait au fait de se tenir au bord de quelque chose de vaste et dangereux, sans garantie que le sol tiendrait. Dans l'après-midi, l'épuisement s'installa dans ses os. Elle marcha dans la ville voisine sans destination, croisant des foules qui ne savaient pas que sa vie se délitait en temps réel. Les gens riaient. Des voitures klaxonnaient. Quelque part, un musicien de rue jouait un air plein d'espoir qui semblait presque cruel. Chloé s'arrêta devant une bibliothèque municipale et entra. Attirée par le calme, elle s'assit à une longue table en bois, étalant les papiers qu'elle portait comme des preuves d'une scène de crime. L'avis de dette, la fausse déclaration, le jugement de garde. Chaque document racontait la même histoire sous un angle différent. Vous êtes en train de perdre. Elle traça le bord de l'enveloppe que sa mère avait laissée, se souvenant du jour où elle lui avait été donnée. Elle avait à peine 20 ans, en colère et têtue, convaincue qu'elle n'avait besoin de la protection de personne. Sa mère avait pressé l'enveloppe dans sa main malgré tout. Tu n'auras pas besoin de ça avant longtemps,
avait-elle dit. Et j'espère que tu n'en auras jamais besoin. Chloé avait hoché la tête, l'avait rangée et avait construit une vie qui semblait assez sûre pour la rendre inutile. Maintenant, assise seule dans la bibliothèque, elle comprenait le poids de ce moment. Sa mère n'avait pas planifié l'échec. Elle avait planifié la trahison. Alors que l'après-midi s'estompait dans la soirée, le téléphone de Chloé vibra à nouveau. Une notification par courriel cette fois. Son cœur fit un bond avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Mais ce n'était pas l'appel qu'elle attendait. C'était un autre article. Nicolas avait donné une autre interview. Celle-ci était plus douce, plus personnelle. Il parlait de chagrin d'amour, de décisions difficiles, de la façon dont certaines personnes, disait-il doucement, ne pouvaient pas gérer la pression et s'emporter quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Il n'a jamais prononcé son nom, mais il n'avait pas à le faire. Les commentaires étaient pires que l'article. Elle devrait juste l'accepter et passer à autre chose. On dirait qu'elle cache quelque chose. Pauvre gosse d'avoir une mère comme ça. Chloé ferma les yeux, les mots brûlant derrière eux. Nicolas n'attendait pas que la loi l'achève. Il façonnait l'opinion du monde si minutieusement que lorsque la vérité éclaterait, personne ne voudrait l'entendre. C'est alors que la peur céda enfin la place à la résolution. Si elle restait silencieuse maintenant, elle disparaîtrait entièrement. Pas seulement de la vie de Nicolas, mais de la sienne. Le fond à l'autre bout de ce coup de fil n'avait pas promis de la sauver. Ils avaient promis d'écouter. Et écouter signifiait que quelque chose bougeait déjà. Alors que la bibliothèque se préparait à fermer, Chloé remballa ses papiers et se leva. Elle ne se sentait pas plus forte, pas plus en sécurité, mais elle se sentait différente, éveillée d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. Nicolas croyait qu'elle réagissait encore. Il ne réalisait pas qu'elle avait cessé de réagir et commençait à se préparer. Dehors, la nuit tombait à nouveau sur la ville, les lumières s'allumant une à une. Chloé marcha vers elle d'un pas assuré, ignorant que quelque part derrière des portes closes, des noms étaient tirés de vieux dossiers et des signatures étaient comparées. Parce que l'appel qu'elle avait finalement passé allait bientôt déclencher une réponse que Nicolas Beaumont n'avait jamais vue venir. Nicolas Beaumont dormit bien cette nuit-là. Dans son appartement de haut standing parisien, la ville bourdonnait en contrebas comme une machine qui existait pour le servir. La lumière du matin se déversait à travers les fenêtres du sol au plafond, scintillant sur l'acier et le verre, reflétant une vie soigneusement organisée pour paraître intouchable. Nicolas se tenait en chemise sur mesure, café à la main, faisant défiler les gros titres avec un calme satisfait. Tout se passait exactement comme prévu. Le récit s'était installé. Les investisseurs étaient rassurés. Le conseil était calme. La presse était passée des questions aux conclusions. Chloé Valmont, sa future ex-femme, avait été réduite à un conte moral chuchoté aux tables de brunch et dans les salons exécutifs. Il eut un sourire en coin. Dans la cuisine derrière lui, Manon Leroy s'appuyait contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, déjà habillé pour la journée. Elle avait emménagé rapidement, avec confiance, comme si l'espace lui avait toujours appartenu. Nicolas aimait ça chez elle. Elle n'hésitait pas. Elle ne demandait pas la permission. « Tu es en tendance à nouveau », dit Manon légèrement. L'angle de la sympathie a mieux fonctionné que prévu. Nicolas prit une gorgée de café. Bien sûr que oui. Il ajusta sa manchette, regardant son reflet. Des années de contrôle lui avaient enseigné une vérité par-dessus tout. Les gens croient ce que vous dites si vous le dites en premier, calmement et avec confiance. Chloé avait attendu trop longtemps. Le silence l'avait enterré. Elle va transiger, poursuivit Nicolas. Ils le font toujours, surtout quand ils n'ont plus d'argent. Manon rit doucement. Elle n'en a déjà plus. Ils partirent ensemble, descendant dans l'ascenseur privé qui les transportait comme des rois. Nicolas ne remarqua pas le léger tremblement de son téléphone alors qu'il perdait le signal entre les étages. Il ne s'en serait pas soucié même s'il l'avait fait. Au bureau, la journée se déroula comme un tour d'honneur. Son équipe juridique l'informa des délais. La réclamation de dette avançait. La fausse déclaration avait fait son travail. Toute tentative de Chloé de faire marche arrière semblerait maintenant désespérée, instable, réactionnaire. Les juges détestaient ça. Elle est coincée. Un avocat dit, il n'y a plus nulle part où aller pour elle. Nicolas hocha la tête, satisfait. À travers la ville,
il assista à un déjeuner avec des partenaires potentiels, souriant pour les caméras, serrant des mains, projetant l'aisance. Quand quelqu'un mentionna le divorce à voix basse, il l'écarta gracieusement. « Affaire personnelle, dit-il. Douloureux, mais nécessaire. » Ce soir-là, il organisa une petite réunion. Pas une célébration officiellement, juste des amis, des donateurs, des gens qui comptaient. Manon évoluait sans effort à travers la pièce, riant au bon moment, agissant déjà comme la maîtresse de maison. Nicolas la regardait de l'autre bout de la pièce, convaincu qu'il avait amélioré sa vie de la même manière qu'il améliorait tout le reste, efficacement, stratégiquement, sans regret. Ce qu'il ne voyait pas, c'étaient les ondes silencieuses se déplaçant vers l'extérieur à partir d'un seul appel téléphonique passé quelques jours plus tôt. Il n'entendait pas les discussions qui se déroulaient derrière des portes closes. Il ne savait pas que des noms longtemps enterrés avaient refait surface ou que des documents qu'on croyait détruits étaient tirés des archives. Pour Nicolas, le jeu était terminé. Chloé était finie. Il leva son verre, portant un toast au nouveau départ et au choix difficile. La salle répondit par des applaudissements polis. Inconscient qu'ils se tenaient sur un sol qui se dérobait déjà sous leurs pieds. Nicolas sourit, totalement convaincu de sa propre invincibilité, et cette certitude allait bientôt devenir l'erreur la plus dangereuse de sa vie. La deuxième audience fut programmée avec une efficacité brutale. Chloé reçut l'avis la veille au soir, enfoui parmi des courriels automatisés du tribunal et des alertes juridiques qui se lisaient comme des avertissements plutôt que des informations. Ce n'était pas un procès. Pas encore. C'était une révision procédurale, le genre destiné à finaliser ce qui avait déjà été décidé. Une porte qui se ferme déguisée en formalité. Elle arriva tôt, vêtue simplement, sa posture calme malgré la tempête qui se serrait dans sa poitrine. Le palais de justice semblait plus froid cette fois, moins curieux. Les gens ne chuchotaient plus quand elle passait. Ils la regardaient à peine. Cela l'effrayait plus que le jugement. Nicolas Beaumont entra quelques minutes plus tard, confiant comme toujours. Son équipe juridique l'entourait comme un bouclier, murmurant des mises à jour, hochant la tête. Il jeta un coup d'œil à Chloé une fois, juste assez longtemps pour confirmer qu'elle était toujours seule. La satisfaction scintilla sur son visage avant de disparaître derrière une indifférence pratiquée. Il prit son siège sans hésitation. Le juge examina le dossier avec une fatigue visible. La fausse déclaration était déjà en preuve. La réclamation de dette avait été reconnue. Le jugement de garde était là comme une pierre, inamovible. Cette audience était censée lisser les bords, pas changer le résultat. Chloé écouta alors que l'émotion était lue à haute voix, son nom prononcé comme un désagrément administratif. Quand on lui demanda si elle souhaitait ajouter quelque chose, elle se leva lentement. « Oui, votre honneur, dit-elle. » La salle changea d'atmosphère. L'avocat de Nicolas haussa un sourcil, presque amusé. Chloé n'argumenta pas. Elle n'accusa pas. Elle ne demanda même pas de sympathie. Elle demanda simplement un bref report, citant des informations nouvellement découvertes qui impactaient directement la légitimité des réclamations financières contre elle. Le juge fronça les sourcils. « Mademoiselle Valmont, vous avez déjà fait plusieurs demandes. »« Je comprends, » répondit Chloé d'un ton égal. « Celle-ci est différente. » L'avocat de Nicolas se leva immédiatement. « Votre honneur, c'est une tactique dilatoire. Mon client a déjà été plus que généreux. Il n'y a aucune preuve crédible pour soutenir un nouvel examen. » Nicolas se pencha en arrière, bras croisés, regardant tranquillement. Il s'était attendu à cela. Le désespoir à la fin ressemblait toujours à du drame. Les juges détestaient le drame. Le juge regarda entre eux. « Avez-vous un conseil maintenant, mademoiselle Valmont ?» Chloé fit une pause. Juste une fraction de seconde trop longue. « Pas encore, dit-elle. » Un murmure parcourut la galerie. Le juge soupira, clairement déchiré entre la procédure et l'impatience. « Sans représentation ni documentation, je suis encline à procéder. » Chloé hocha la tête une fois. « Alors je demande au tribunal de noter, dit-elle, que je conteste formellement l'authenticité des documents financiers soumis sous mon nom. » L'avocat de Nicolas ricana. « Sur quel motif ?» Chloé croisa son regard. « Sur le motif qu'ils n'ont jamais été autorisés. » Le silence suivit. Bref, inconfortable.
Le juge prit une note, mais ne sembla pas convaincu. Dûment noté, dit-elle. Nous allons procéder. L'avocat de Nicolas sourit faiblement, passant déjà à autre chose. C'est alors que Chloé remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. Au fond de la salle d'audience, près du dernier rang, un homme était assis seul. Milieu de la cinquantaine, costume sombre, pas de mallette en vue. Il n'avait pas été là lors de la première audience. Il ne regardait pas le juge. Il la regardait, elle. Leurs yeux se rencontrèrent une fraction de seconde. L'homme fit un très léger signe de tête. Pas de réconfort. De la reconnaissance. Le souffle de Chloé se bloqua. Avant qu'elle ne puisse assimiler, le juge annonça une courte suspension. Les gens se levèrent. Des conversations éclatèrent. L'équipe de Nicolas se rassembla autour de lui, confiante, détendue. L'homme au fond se leva et se dirigea vers la sortie, passant près de Chloé sans un mot. Mais en le faisant, il glissa quelque chose sur la table à côté d'elle. Une carte pliée. Les doigts de Chloé se refermèrent dessus instinctivement. Sur le devant, écrit d'une écriture soignée et précise, se trouvaient 4 mots qui firent grimper son pouls. Nous sommes maintenant impliqués. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, Chloé sut que le sol sous Nicolas Beaumont n'était plus solide. La salle d'audience retourna à ses sièges après la pause, mais l'air semblait différent maintenant. Plus épais, chargé. Chloé resta parfaitement immobile, la carte pliée cachée sous sa paume comme un secret avec du poids. Elle ne regarda pas vers les portes. Elle n'en avait pas besoin. Quoi que ce fût qui venait d'entrer dans sa vie n'allait pas repartir. Nicolas retourna à sa chaise, détendu, chuchotant quelque chose à son avocat principal. Il jeta un coup d'œil à Chloé, ne remarquant rien d'inhabituel, et eut un sourire en coin comme si les dernières minutes n'avaient fait que confirmer ce qu'il croyait déjà. C'était une formalité, une marche lente vers la fin. Le juge s'éclaircit la gorge. Continuons. L'avocat de Nicolas se leva immédiatement, reprenant avec confiance. Il réitéra les réclamations financières, les dettes alléguées, l'instabilité. Chaque mot s'empilait soigneusement sur le dernier, formant un mur contre lequel Chloé était clairement censée s'écraser. Il conclut en demandant au tribunal d'avancer sans délai. Mademoiselle Valmont, dit le juge en se tournant vers elle. C'est votre dernière opportunité de répondre avant que le tribunal ne procède. Chloé se leva. Pendant un bref instant, ses genoux menacèrent de lâcher. Puis elle se souvint de la carte, du signe de tête, des mots écrits si calmement comme si ce résultat avait toujours été attendu. Oui, votre honneur, dit-elle. Je voudrais présenter mon conseil. La salle d'audience s'immobilisa. L'avocat de Nicolas cligna des yeux. Conseil ? Répéta-t-il, incapable de cacher la pointe dans sa voix. Avant que le juge ne puisse répondre, une chaise racla doucement contre le sol au fond de la salle. L'homme que Chloé avait remarqué plus tôt s'avança, sans hâte, délibéré. Chaque pas qu'il faisait attirait l'attention sans la demander. Il s'arrêta à côté d'elle, plaçant un dossier en cuir sur la table. « Bonjour, votre honneur, dit-il. » Sa voix était calme, autoritaire et indubitablement exercée. « Stéphane Girard, apparaissant au nom de ma cliente. » Un murmure parcourut la salle. Nicolas se redressa sur son siège. Le juge ajusta ses lunettes. « Maître Girard, dit-elle lentement. Vous entrez dans cette affaire tardivement. » Seulement sur le calendrier, répondit Stéphane. Pas sur le fond. L'avocat de Nicolas se pencha en avant. Votre honneur, nous nous opposons. C'est hautement irrégulier. Stéphane se tourna juste assez pour le regarder. Tout comme soumettre des documents falsifiés, dit-il d'un ton égal. Le mot atterrit durement. Le sourire de Nicolas vacilla. Le juge leva la main. Maître Girard, vous aurez l'occasion de clarifier. Pour l'instant, veuillez énoncer le nom de votre cliente pour le dossier. Stéphane hocha la tête une fois. Ma cliente, dit-il en ouvrant le dossier, n'est pas simplement Chloé Valmont. Nicolas expira brusquement, amusé. Ça encore, marmonna-t-il. Stéphane ne le regarda pas. Pour les besoins de ce tribunal, poursuivit Stéphane, son nom légal complet est Chloé Elisabeth Valmont Lafayette. L'effet fut immédiat. Le juge se figea en plein mouvement.
L'avocat de Nicolas devint complètement immobile. Un greffier arrêta de taper. Le nom resta suspendu dans l'air, lourd et indubitable, comme une clé tournant dans une porte longtemps verrouillée. Le visage de Nicolas se vida de sa couleur. « Votre honneur » ajouta calmement Stéphane. Ce nom est associé à un fonds scellé, un qui précède ce mariage et supplante toute réclamation financière actuellement devant ce tribunal. Les yeux du juge se plissèrent. « Procédez avec prudence, maître Girard, dit-elle. Car si ce que vous impliquez est vrai. » Ça l'est, répondit Stéphane. Chloé sentit la pièce basculer, non pas de peur cette fois, mais de possibilité. Elle ne regarda pas Nicolas. Elle n'avait pas besoin de voir sa réaction pour savoir que quelque chose de fondamental venait de changer, parce que le nom qu'il pensait avoir effacé était celui qui allait tout reprendre, et la salle d'audience commençait à peine à comprendre ce que ce nom signifiait. Le silence après que Stéphane Girard eut parlé semblait artificiel, comme si la salle d'audience elle-même avait oublié comment respirer. Chloé resta debout, ses mains stables sur ses côtés, tandis que chaque paire d'yeux se déplaçait lentement de Nicolas Beaumont vers elle. Le juge enleva ses lunettes. « Maître Girard, dit-elle prudemment, c'est une affirmation significative. Vous comprenez la gravité d'invoquer un fonds scellé dans ce tribunal. »« Je la comprends, votre honneur, » répondit Stéphane. « C'est pourquoi je ne l'invoquerai pas à la légère. » L'avocat de Nicolas récupéra le premier. Il se leva brusquement, la voix tranchante d'une confiance forcée. C'est une distraction. Le fonds auquel il fait référence est sans rapport avec les affaires en cours. Mademoiselle Valmont a renoncé à toute réclamation financière pendant le mariage. Stéphane tourna une seule page dans son dossier. Elle ne l'a pas fait, dit-il calmement, parce qu'elle ne le pouvait légalement pas. Nicolas se pencha en avant maintenant, ses jointures blanches contre la table. Ce fonds n'a jamais été activé, claqua-t-il. Il était inactif, dormant. Elle ne l'a jamais divulgué parce que ça n'avait pas d'importance. Stéphane le regarda enfin. Il était dormant par conception, dit-il, et la divulgation n'était ni requise ni conseillée selon les conditions fixées par sa fondatrice. Les yeux du juge se plissèrent. Fondatrice ? Stéphane hocha la tête. La mère de Chloé Valmont. Un murmure balaya la salle. Chloé sentit sa poitrine se serrer. Entendre parler de sa mère dans cet endroit, à ce moment, rendait tout soudainement très réel. Ce n'était plus de la théorie. C'était un héritage. Le fonds d'héritage Valmont-Lafayette, poursuivit Stéphane, a été établi il y a plus de 30 ans. Ses actifs ont été gelés sous des conditions légales strictes, incluant une clause de non-divulgation liée à la coercition conjugale et à la dépendance financière. Nicolas secoua la tête, l'incrédulité se mêlant à la colère. C'est absurde. C'est précis, corrigea Stéphane. Le fonds ne pouvait être accédé, divulgué ou exploité tant que ma cliente était financièrement dépendante d'un époux ou soumise à une pression conjugale. Toute tentative par un époux d'exploiter ou de contrôler ses finances déclencherait en fait une révision. Le juge se pencha lentement en arrière. Et vous suggérez, dit-elle, que cette révision a été déclenchée maintenant. Oui, votre honneur. L'avocat de Nicolas bégaya. Même si un tel fonds existe, il n'a aucune incidence sur les réclamations de dette ou les questions de garde. Il a toute incidence, interrompit Stéphane, son ton toujours égal, parce que le fonds précède les dettes alléguées et parce que les documents soumis sous le nom de ma cliente entrent directement en conflit avec ses protections enregistrées. Le juge leva une main, arrêtant tout autre argument. Elle se tourna vers Chloé. Mademoiselle Valmont, demanda-t-elle, étiez-vous au courant de ces protections ? Chloé hocha la tête une fois. J'étais au courant qu'elles existaient, dit-elle. On m'avait ordonné de ne jamais les invoquer à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Et croyez-vous que ce moment se qualifie ? Chloé croisa le regard du juge, sa voix stable malgré tout. Oui, votre honneur. Je le crois. Nicolas se leva brusquement. C'est de la manipulation, dit-il. Elle se cache derrière des technicités. Stéphane n'éleva pas la voix. Non, dit-il, elle survivait derrière elle. Le juge ferma le dossier devant elle avec une finalité tranquille qui fit tomber l'estomac de Nicolas. Ce tribunal ne procédera pas, annonça-t-elle, tant que l'authenticité de ces documents et le statut de ce fonds ne seront pas entièrement examinés. Nicolas se figea.
Pour la première fois depuis le début, il ne contrôlait plus le calendrier. Chloé s'assit lentement, son cœur battant, non pas de peur, mais de quelque chose de nouveau. L'élan. Parce que le nom qui avait arrêté la salle d'audience n'était pas seulement symbolique. C'était une faille sismique légale. Et Nicolas Beaumont venait de marcher directement dessus. Le juge ordonna une suspension, et cette fois ce n'était pas de la routine. C'était stratégique. Les officiers du tribunal se déplaçaient avec une urgence silencieuse, collectant des dossiers, escortant des greffiers, scellant des chemises qui étaient ouvertes quelques minutes auparavant. La galerie bourdonnait d'une tension retenue. Tout le monde le sentait. Cette affaire avait franchi une ligne invisible. Chloé était assise à côté de Stéphane Girard, ses mains croisées sur ses genoux. Son cœur battait toujours la chamade, mais pas follement maintenant. C'était concentré, contrôlé, comme si quelque chose de longtemps endormi s'était enfin réveillé. Stéphane ouvrit à nouveau son dossier, le tournant cette fois vers le banc. Avec la permission du tribunal, dit-il, je voudrais soumettre une documentation préliminaire pour examen à huis clos. Le juge hocha la tête. Allez-y. Ce que Stéphane plaça devant le greffier n'était pas dramatique. Pas de grande révélation. Juste une fine pile de papier relié proprement, discret, presque modeste, et pourtant l'attention de Nicolas se verrouilla sur eux comme s'il s'agissait d'explosifs. Ces documents, poursuivit Stéphane, incluent l'enregistrement original du fonds, les amendements notariés et la vérification tierce de 2 institutions fiduciaires indépendantes. L'avocat de Nicolas se leva à moitié de son siège. Votre honneur, nous n'avons pas eu le temps d'examiner. Vous l'aurez, répondit le juge sèchement. Asseyez-vous. Nicolas déglutit difficilement. Alors que le greffier remettait le dossier, le juge commença à lire en silence. Son expression changeait presque imperceptiblement à chaque page. Un sourcil levé, une pause, un regard plus long sur une signature. Chloé l'observait attentivement. Des années auparavant, la mère de Chloé avait expliqué pourquoi le fonds devait être construit de cette façon. Pourquoi tout devait être stratifié, retardé, protégé par des gens qui ne seraient jamais émotionnellement impliqués. Le pouvoir attire la pression, avait-elle dit. Donc la protection doit survivre à l'émotion. Chloé n'avait pas pleinement compris. Elle comprenait maintenant. Maître Girard, dit le juge lentement en levant les yeux, ces protections sont inhabituellement spécifiques. Oui, votre honneur, répondit Stéphane. Elles ont été conçues pour une menace très spécifique. Nicolas ne put rester silencieux plus longtemps. C'est absurde, claqua-t-il. Si elle avait accès à quelque chose comme ça, elle l'aurait utilisé. Stéphane se tourna complètement vers lui pour la première fois. Elle ne le pouvait pas, dit-il. Et vous vous en êtes assuré. Les mots atterrirent plus durement que n'importe quelle accusation. Stéphane poursuivit, la voix mesurée, le fonds inclut une clause de coercition. Si l'indépendance financière de ma cliente était compromise par le mariage, la manipulation ou la restriction d'accès, le fonds resterait scellé jusqu'à ce que ces conditions cessent. L'avocat de Nicolas blêmit. Cela signifie, ajouta Stéphane, qu'au moment où mademoiselle Valmont a été expulsée de force de sa résidence, coupée des biens matrimoniaux et soumise à un isolement financier, ce fonds est devenu éligible à la révision. Le juge regarda à nouveau les papiers. Et la dette alléguée ? Demanda-t-elle. Stéphane fit glisser un autre document vers l'avant. Déjà sous analyse forensique, les indicateurs préliminaires suggèrent que la signature a été numériquement répliquée à partir de dépôts matrimoniaux archivés. Le souffle de Nicolas se coupa. Ce tribunal exigera une vérification complète, dit le juge en fermant le dossier soigneusement. Mais sur la base de ce que je vois ici, le récit présenté jusqu'à présent est incomplet. Nicolas fixait la table, sa confiance se vidant à chaque seconde. Chloé sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas du triomphe, pas de la vengeance. De la validation. Pour la première fois, le système ne parlait pas par-dessus elle. Il écoutait. Le juge leva les yeux, le regard perçant. Cette audience est levée, dit-elle. Et monsieur Beaumont, ne supposez pas que ce tribunal avancera rapidement en votre faveur à nouveau. Nicolas ne répondit pas, car les documents qu'il pensait ne jamais voir faire surface étaient maintenant entre les mains de la seule personne qu'il ne pouvait pas contrôler. Et la trace écrite qu'il avait enterrée il y a des années était sur le point de raconter une histoire très différente.
L'enveloppe arriva le lendemain matin, livrée non par la poste, mais en main propre. Chloé était assise dans une salle de conférence calme à l'intérieur du bureau de Stéphane Girard, la ville visible à travers de hautes fenêtres qui atténuaient le bruit de Paris en un bourdonnement lointain. Elle n'avait pas beaucoup dormi. L'élan la portait en avant, mais l'épuisement persistait dans ses os comme un avertissement. Stéphane entra sans un mot et plaça l'enveloppe doucement sur la table entre eux. Chloé la reconnut instantanément. Le papier était vieux, plus épais que le papier à lettres modernes, les bords légèrement usés, comme s'il avait été manipulé plusieurs fois, mais jamais ouvert. L'écriture de sa mère s'étalait sur le devant, stable et indubitable. Sa poitrine se serra. « Je ne savais pas que cela existait », chuchota Chloé. Stéphane hocha la tête. Elle était conservée sous instruction d'être libérée uniquement si le fonds était contesté dans des circonstances coercitives. Les mains de Chloé planèrent sur l'enveloppe. Pendant un moment, elle ne put se résoudre à la toucher. Sa mère était partie depuis des années. Le chagrin s'était installé dans quelque chose de gérable, quelque chose de calme. Ceci menaçait de l'ouvrir à nouveau. Elle brisa le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule lettre pliée une fois. L'encre légèrement fanée mais toujours claire. « Ma Chloé, si tu lis ceci, alors la vie que j'espérais que tu n'aurais jamais à endurer t'a trouvée quand même. » Chloé déglutit difficilement. Les mots de sa mère étaient calmes, précis, comme si elle les avait écrits en sachant exactement quand ils seraient lus. Elle parlait d'amour sans aveuglement, de pouvoir déguisé en protection, d'hommes qui prendraient la patience pour de la permission. J'ai construit le fond non pas parce que je doutais de toi, mais parce que je te faisais trop confiance. Tu endurerais plus longtemps que tu ne le devrais. Tu resterais silencieuse plus longtemps qu'il n'est sûr. Les larmes brouillèrent la page. La lettre expliquait tout ce que Stéphane avait seulement laissé entendre, les conditions, les délais, la raison pour laquelle Chloé avait été incitée à vivre simplement, à ne dépendre de personne entièrement, à ne jamais révéler ce qui se cachait sous son nom. Ce n'était pas un secret né de la peur. C'était une stratégie. Si quelqu'un essayait un jour de t'effacer, écrivit sa mère, laisse le système parler pour toi. Laisse la vérité arriver sans que ta voix ne tremble. Chloé laissa échapper un souffle tremblant. Au bas de la lettre se trouvait un dernier paragraphe, écrit plus fermement. Le stylo avait appuyé plus fort dans le papier. Quand le moment viendra, ne cherche pas la vengeance. Cherche la restauration. Ce qui est à toi reviendra. Ce qui ne l'est pas tombera de lui-même. Chloé ferma les yeux, les larmes s'échappant enfin. Stéphane resta silencieux, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. Quand elle leva enfin les yeux, son expression avait changé. Le chagrin était toujours là, mais il était ancré maintenant, tenu par un but. Cette lettre, dit Stéphane prudemment, sera versée au dossier, non pas comme preuve de richesse, mais d'intention. Chloé hocha la tête. Elle a planifié cela. Oui, dit-il. Et elle a planifié pour que vous y surviviez. À travers la ville, Nicolas Beaumont était assis dans son bureau, ignorant qu'une voix qu'il n'avait jamais entendue était sur le point de démanteler l'histoire qu'il avait construite. Il avait cru que le passé était enterré, que la mort effaçait les détails gênants. Il avait tort, car les morts, quand ils laissent la vérité derrière eux, ont une façon de parler plus fort que les vivants ne le pourraient jamais. Chloé plia la lettre soigneusement et la remit dans l'enveloppe. Pour la première fois, elle n'avait pas peur de la suite. Parce que la femme que Nicolas avait essayé de faire taire venait de se voir rendre sa voix par quelqu'un qu'il ne pourrait jamais menacer, intimider ou contrôler. Nicolas Beaumont avait toujours fait confiance au papier plus qu'aux gens. Les contrats n'hésitaient pas. Les signatures ne mentaient pas. L'encre, une fois posée, était permanente. Cette croyance avait bâti sa carrière, conclu ses affaires et justifié chaque décision impitoyable qu'il avait jamais prise. C'était aussi la croyance qui allait le perdre. L'audience suivante eut lieu à huis clos, sans caméra ni potin. Cette fois, la pièce semblait plus petite, plus étroite, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Nicolas était assis raide sur sa chaise, la mâchoire serrée, tandis que Stéphane Girard se tenait calmement en face de lui, un mince dossier reposant dans ses mains. Chloé était assise à côté de Stéphane, silencieuse. Elle avait appris que le silence, utilisé correctement, n'était plus une faiblesse. Le juge examina d'abord la lettre de la mère de Chloé, non pas émotionnellement, non pas théâtralement, mais avec la concentration aiguë de quelqu'un formé à lire l'intention entre les lignes.
Quand elle eut fini, elle la mit de côté et regarda directement Nicolas. « Monsieur Beaumont, dit-elle, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous gériez toutes les finances conjugales. » « Oui, » répondit Nicolas, sa voix contrôlée. « Avec le consentement de ma femme. »« Et vous maintenez, » poursuivit le juge, « que tous les instruments financiers signés pendant le mariage étaient légitimes. » « Ils l'étaient, » dit-il fermement. Stéphane s'avança. « Alors vous ne vous opposerez pas à l'examen de l'un d'entre eux, » dit-il, faisant glisser un seul document sur la table. Nicolas jeta un coup d'œil. Au début, il ne réagit pas. Puis, ses yeux s'arrêtèrent de bouger. Chloé regarda la couleur quitter son visage par étapes, confusion, reconnaissance, puis peur, vive et indubitable. « Ce document, » dit Stéphane d'un ton égal, « est une renonciation conditionnelle que vous avez signée il y a 8 ans. » Nicolas secoua la tête. « C'est impossible. Elle était jointe à un accord de restructuration pour l'une de vos premières acquisitions, » poursuivit Stéphane. « On vous a conseillé que c'était de la routine. » Le juge se pencha. « Une renonciation à quoi exactement ?» Stéphane ne répondit pas immédiatement. Il laissa le silence agir. « Une renonciation à l'obstruction financière conjugale, » dit-il enfin. « En termes simples, Monsieur Beaumont a signé un accord stipulant que s'il restreignait, manipulait ou falsifiait l'accès de son épouse à des biens indépendants, il perdrait tout droit de contester leur restauration. » Nicolas se leva brusquement. « Ce n'est pas ce que c'était. » Stéphane croisa son regard. « C'est exactement ce que c'était. » Il tourna le document pour que le juge puisse voir. Au bas, dit Stéphane, se trouve la signature de Monsieur Nicolas Beaumont, vérifiée, notariée, horodatée. Le juge l'étudia de près. Chloé sentit quelque chose s'installer en elle. Pas du triomphe, pas du soulagement. De la clôture. L'avocat de Nicolas chuchotait frénétiquement, feuilletant ses propres dossiers, la panique transparaissant dans chaque mouvement. Nicolas lui-même avait l'air piégé, comme si le sol sous lui avait enfin cédé. « Je ne savais pas, » dit Nicolas sèchement. « J'ai été induit en erreur. »« Vous avez été averti, » répondit Stéphane calmement. « Vous ne pensiez simplement pas que cela s'appliquait à vous. » Le juge ferma le dossier. « L'intention sera examinée, » dit-elle. « Mais cette signature change considérablement la portée de cette affaire. » Nicolas retomba dans sa chaise, abasourdi. Pendant des années, il avait utilisé des signatures pour contrôler les autres, pour les acculer, pour mettre fin aux conversations avant qu'elles ne commencent. Maintenant, l'une des siennes s'était retournée contre lui. Chloé parla enfin. « Je t'ai fait confiance, » dit-elle doucement. « Tu as utilisé cette confiance comme un levier. » Nicolas ne répondit pas. Il ne le pouvait pas, car la chose même qu'il croyait le protéger était devenue l'instrument de sa chute. Et la signature dont il se souvenait à peine allait lui coûter tout ce qu'il pensait posséder. L'effondrement ne se produisit pas d'un coup. Il se produisit par couches, chacune plus silencieuse et plus dévastatrice que la précédente. Nicolas Beaumont s'attendait à l'indignation. Il s'attendait à des arguments, des négociations, des délais. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le calme soudain qui suivit l'ordre du juge. Pas de voix élevées, pas d'objections dramatiques, juste une série de décisions procédurales calmes qui commencèrent à démanteler son monde pièce par pièce. La première fut financière. En attente de révision, le tribunal ordonna un gel temporaire des actifs contestés liés au mariage. Cela incluait plusieurs comptes de holding que Nicolas avait toujours considérés comme intouchables. Le jugement était précis, clinique et irréversible. Son avocat se pencha pour chuchoter des assurances, mais Nicolas l'entendait à peine. Son esprit courait déjà devant, calculant les pertes, les conséquences, l'exposition. Le deuxième coup vint plus vite. Une équipe forensique indépendante fut assignée pour examiner les dépôts de dettes soumis sous le nom de Chloé. Stéphane l'avait anticipé. Le juge aussi. Ce à quoi Nicolas ne s'attendait pas, c'était la rapidité avec laquelle les incohérences firent surface une fois que quelqu'un regarda vraiment. Les dates ne s'alignaient pas. Les métadonnées ne correspondaient pas. Les signatures montraient des artefacts numériques incompatibles avec les dossiers connus de Chloé. Ce qui avait autrefois semblé étanche sous un examen amical commençait à s'effilocher sous des yeux neutres. Au moment où l'audience fut levée, le mot fraude n'avait pas été prononcé à haute voix, mais il n'avait pas besoin de l'être.
Devant le palais de justice, le téléphone de Nicolas vibrait sans cesse. Des appels manquaient de son directeur financier. Un message sec d'un membre du conseil demandant des clarifications. Un autre d'un investisseur demandant une réunion d'urgence. La confiance qu'il avait portée pendant des semaines s'évapora à chaque notification. Chloé sortit aux côtés de Stéphane, la lumière du soleil accrochant son visage d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Elle ne souriait pas. Elle ne célébrait pas. Elle respirait simplement, comme si l'air lui-même était devenu plus facile à aspirer. À l'intérieur du bureau de Nicolas plus tard cet après-midi-là, l'atmosphère avait complètement changé. Les conversations s'arrêtaient quand il entrait. Les yeux se baissaient. Les mêmes personnes qui riaient autrefois facilement parlaient maintenant prudemment, mesurant chaque mot. Le soir venu, Manon était partie. Pas de dispute dramatique, pas de confrontation, juste un placard vide et un mot disant qu'elle avait besoin de distance. Nicolas le fixa plus longtemps qu'il n'aurait dû. Réalisant trop tard que la loyauté bâtie sur l'avantage ne survit jamais au risque. La réunion du conseil fut brève et brutale. On demanda à Nicolas de se retirer temporairement, pas renvoyé, pas encore, mais mis sur la touche. Pour la première fois de sa carrière, il n'était plus celui qui dirigeait la conversation. Il quitta la salle en sachant que la pause n'était que le début. Cette nuit-là, seul dans l'appartement de haut standing qui semblait soudain trop grand, Nicolas se servit un verre et se tint près de la fenêtre, fixant une ville qui ne semblait plus lui appartenir. Il rejoua chaque décision, chaque signature, chaque moment. Il avait pris le silence de Chloé pour de la reddition. À l'autre bout de la ville, Chloé était assise tranquillement avec Stéphane, passant en revue les prochaines étapes. Audience de garde, restauration des actifs, responsabilité. C'était accablant, mais c'était réel. Nicolas avait cru que le pouvoir signifiait le contrôle. Il apprenait que le pouvoir sans retenue s'effondre sous son propre poids. Parce que le système qu'il avait essayé d'utiliser comme une arme contre Chloé faisait maintenant ce pourquoi il avait été conçu, corriger le déséquilibre. Et Nicolas Beaumont découvrait que la chute depuis la certitude est bien plus raide que l'ascension ne l'a jamais été. L'audience suivante arriva sans spectacle. Pas de caméra encombrant les marches. Pas de journalistes criant des questions. L'affaire avait dépassé le théâtre public pour entrer dans quelque chose de bien plus dangereux pour Nicolas Beaumont. La responsabilité tranquille. Chloé était assise à la table à côté de Stéphane Girard. Sa posture détendue mais alerte. Elle ne portait pas de pièces ostentatoires, pas d'armure déguisée en élégance. Elle n'en avait plus besoin. La salle avait changé, tout comme la façon dont les gens la regardaient. Pas avec pitié, pas avec suspicion, avec attention. Nicolas entra en retard. Il semblait plus petit qu'avant, sa confiance effilochée sur les bords. L'homme qui remplissait autrefois les pièces semblait maintenant occuper l'espace à contre-cœur, comme s'il espérait ne pas être remarqué. Son équipe juridique s'était amincie. Seul son avocat principal restait, tournant les pages avec une précision forcée. Le juge examina les conclusions mises à jour méthodiquement. L'analyse forensique avait confirmé que les documents de dette étaient falsifiés. La signature avait été reconstruite numériquement en utilisant des dossiers matrimoniaux. La chronologie était fabriquée. L'intention, bien qu'encore en cours d'examen, n'était plus ambiguë. Nicolas fixait droit devant, la mâchoire verrouillée. Puis vint la question que tout le monde s'attendait à ce que Chloé réponde. « Mademoiselle Valmont, dit le juge, étant donné ces conclusions, vous pouvez demander des dommages-intérêts, des sanctions et un renvoi au pénal. » La salle attendit. L'avocat de Nicolas se tendit. Nicolas lui-même la regarda enfin, les yeux vifs de quelque chose proche de la peur. C'était le moment qu'il avait imaginé différemment, le moment où elle riposterait. Chloé se leva lentement. Elle sentait tous les yeux sur elle, mais elle ne se précipita pas. Quand elle parla, sa voix était calme, stable, et indubitablement la sienne. « Votre honneur, dit-elle. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. » Nicolas cligna des yeux. « Je suis ici pour corriger ce qui m'a été pris, » poursuivit Chloé. « Mon nom, ma crédibilité, ma relation avec mon enfant. » Un murmure parcourut la salle. Stéphane l'observait de près, prêt à intervenir si nécessaire, mais Chloé ne le regarda pas. Elle n'avait pas besoin de conseils maintenant. « Je demande la restauration, dit-elle. Pas la vengeance. »
L'avocat de Nicolas expira lentement, ne sachant s'il devait se sentir soulagé ou inquiet. Le juge hocha la tête. Soyez précise. Chloé n'hésita pas. Rejet complet des réclamations frauduleuses contre moi. Restauration immédiate des droits de garde en attente de révision, et une reconnaissance par ce tribunal que le récit financier présenté plus tôt était faux. Le juge prit des notes puis leva les yeux. Vous ne demandez pas de dommages-intérêts punitifs? Non, dit Chloé simplement. La tête de Nicolas se tourna brusquement vers elle. Pour la première fois, sa composition se fissura. Pourquoi? Demanda-t-il avant que son avocat ne puisse l'arrêter. Chloé croisa son regard. Parce que ce que tu as fait ne définit pas qui je deviens, dit-elle. Et parce que vivre avec les conséquences est une punition suffisante. Le silence suivit. Pas gênant, pas tendu, décisif. Le juge ferma le dossier. Ce tribunal accordera le redressement demandé. Nicolas s'affaissa dans sa chaise, abasourdi. Dehors, alors qu'il sortait, Stéphane parla doucement. Vous auriez pu tout prendre. Chloé hocha la tête. Je sais. Mais vous ne l'avez pas fait. J'ai pris ce qui était à moi, répondit-elle. C'est suffisant. De l'autre côté du hall, Nicolas la regarda s'éloigner, réalisant trop tard que la femme qu'il avait sous-estimée avait dépassé le besoin de le détruire. Parce que la justice, quand elle arrive sans cruauté, ne laisse nulle part où se cacher. Et Nicolas Beaumont était sur le point d'affronter une vie dépouillée non pas par la vengeance, mais par la vérité. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience semblait plus lumineux qu'il ne l'avait jamais été auparavant, bien que rien n'ait changé. Les mêmes sols en marbre, les mêmes pas feutrés, les mêmes échos lointains des problèmes des autres. Mais pour Chloé Valmont, le poids qu'elle portait depuis des mois, des années, peut-être plus longtemps, avait enfin bougé. Elle sortit dans la lumière de l'après-midi et s'arrêta. Pour la première fois depuis que la porte de son ancienne maison avait claqué derrière elle, elle s'autorisa à rester immobile sans peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Stéphane se tenait à côté d'elle, calme comme toujours. Il ne la pressait pas. Il savait que ce moment n'était pas une question de paperasse ou de stratégie. C'était une question de reconnaissance. Vous avez fait exactement ce que votre mère avait prévu, dit-il finalement. Chloé hocha la tête, les yeux piquants, non pas de tristesse, mais de libération. Elle voulait que je me souvienne de qui j'étais avant de devenir l'épouse de quelqu'un. L'ordonnance de garde lui fut remise avant le coucher du soleil. Temporaire, en attente de révision finale, mais elle restaurait ce qui comptait le plus. Les visites supervisées prirent fin. Les droits de décision revinrent. Le langage était précis, formel et indubitablement clair. Chloé le lut 2 fois, puis une fois de plus, ses mains stables. Quand elle vit son enfant plus tard ce soir-là, il n'y eut pas de retrouvailles dramatiques, pas de larmes dans des lieux publics, juste une pièce calme, de petits bras s'enroulant autour de sa taille, et une voix familière demandant « Tu restes maintenant ?» Chloé s'agenouilla et s'accrocha comme si le monde risquait de basculer à nouveau si elle ne le faisait pas. « Oui, chuchota-t-elle. Je suis là. » Cette nuit-là, elle resta dans un appartement modeste arrangé rapidement par le bureau de Stéphane. Rien d'extravagant, rien de symbolique, juste des murs propres, une lumière chaude et un espace qui n'appartenait qu'à elle. Elle déballa lentement, choisissant quoi placer où, réapprenant le pouvoir simple de la décision. Les papiers du fonds arrivèrent le lendemain. Pas de confetti, pas de célébration, juste une confirmation, active dégelée, compte restauré sous son nom seul, protections activées, surveillance établie. Tout ce que sa mère avait construit, non pas comme une arme, mais comme un filet de sécurité, reposait maintenant tranquillement derrière elle comme un mur qu'elle n'avait plus à affronter. Chloé ne toucha à rien pour la plupart. Pas encore. Ce qu'elle réclama immédiatement, ce fut son nom. Son dossier professionnel fut corrigé. Les fausses déclarations formellement retirées. Le tribunal émit une clarification indiquant que le récit financier présenté précédemment avait été inexact. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était assez proche pour compter. Les gens remarquèrent. Des courriels arrivèrent, certains prudents, certains curieux, certains désolés. Chloé ne répondit à aucun d'eux tout de suite. Elle n'était pas intéressée à réparer des ponts qui avaient brûlé sans hésitation. À travers la ville, Nicolas Beaumont regardait de loin. Il la vit quitter le tribunal à nouveau quelques jours plus tard,
calme, composé, pas d'entourage, pas de spectacle. Il réalisa alors que la pire partie de sa perte n'était pas financière. Elle était existentielle. Il n'occupait plus d'espace dans sa vie du tout. Chloé l'avait dépassé. Cette réalisation le vida plus profondément qu'aucun jugement n'aurait pu le faire. Chloé se tenait près de la fenêtre de son appartement ce soir-là, les lumières de la ville clignotant une à une, son enfant endormi dans la pièce voisine. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait ancrée. Elle avait tout perdu. Et dans le processus, elle avait récupéré exactement ce dont elle avait besoin, elle-même. Mais alors que la paix s'installait, un dernier règlement de compte attendait encore, car certaines conséquences n'arrivent pas dans les salles d'audience, et celle de Nicolas commençait à peine. La guérison n'arriva pas comme une vague. Elle vint par fragments, inaperçue au début, nichée dans des moments ordinaires que Chloé avait oublié comment valoriser. Les matins devinrent plus calmes, pas vides. Calmes d'une manière qui permettait à la pensée d'exister sans peur. Chloé se réveillait avant que la ville ne s'agite, marchant pieds nus à travers l'appartement pour faire du café, écoutant le rythme doux de la respiration de son enfant depuis la pièce voisine. Il n'y avait pas d'horaire dicté par les priorités de quelqu'un d'autre, pas de tension tapie dans le silence. Elle avait oublié à quoi ressemblait la sécurité. L'appartement restait modeste par conception. Chloé aurait pu choisir quelque chose de plus grand, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui reflétait le pouvoir qui lui était maintenant légalement rendu. Elle ne le fit pas. L'espace, apprit-elle, ne se mesurait pas en mètres carrés, mais en absence de contrôle. Elle recommença une thérapie, non pas pour déballer l'affaire judiciaire, mais pour récupérer les parties d'elle-même qui avaient appris à minimiser, à attendre, à endurer. Certains jours, elle parlait facilement. D'autres jours, les mots restaient piégés derrière des années de retenue pratiquée. Les deux étaient autorisés. Le nom de Nicolas ne vint sur le tapis qu'une seule fois. « Je ne veux pas le porter plus loin », dit Chloé doucement. « Je l'ai déjà porté assez longtemps. » Le thérapeute hocha la tête. C'était suffisant. Les semaines passèrent. La ville changea de saison autour d'elle. Les arbres le long des trottoirs changèrent de couleur. La lumière du jour raccourcit. La vie continuait, indifférente aux victoires et aux pertes personnelles. Chloé trouva du réconfort là-dedans. Le monde ne s'arrêtait pas pour la douleur. Et il n'exigeait pas de performance pour la récupération. Elle recommença à travailler lentement, consultant, examinant des contrats, aidant de petits cabinets à naviguer dans les zones grises juridiques sans les exploiter. Elle choisissait ses clients avec soin, faisant confiance à son instinct pour la première fois depuis des années. Quand elle disait non, personne ne discutait. Le soir, elle lisait pour son enfant jusqu'à ce que le sommeil vienne facilement. Il y avait parfois des questions sur pourquoi les choses avaient changé, pourquoi il vivait ailleurs. Chloé répondait honnêtement sans amertume, sans détails qui n'appartenaient pas à un enfant. « Nous sommes en sécurité », disait-elle. « C'est ce qui compte. » À l'autre bout de la ville, la vie de Nicolas Beaumont devint plus calme aussi. Mais pas de la même manière. Son silence était lourd. Les enquêtes avançaient. Les invitations cessèrent d'arriver. Les gens qui cherchaient autrefois son attention évitaient maintenant ses appels. Les conséquences s'annonçaient rarement bruyamment. Elles arrivaient par soustraction. Chloé ne suivait pas sa chute. Elle n'en avait pas besoin. La distance faisait partie de la guérison. Un soir, Stéphane passa brièvement pour finaliser des documents. Ils passèrent en revue les délais, les formalités et les limites. Avant de partir, il s'arrêta à la porte. « Vous avez fait ce que peu de gens réussissent, dit-il. Vous êtes sorti du cycle. » Chloé sourit faiblement. « Je suis revenu en moi-même. » Après son départ, elle se tint à la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant doucement contre la vitre. Pendant des années, elle avait pris l'endurance pour de la force. Maintenant, elle comprenait que la force était un choix. Choix de se reposer, choix de reconstruire, choix d'arrêter de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait entière. Et dans cette plénitude, elle n'avait plus besoin du passé pour expliquer son avenir. Parce que la guérison n'était pas l'absence de cicatrices. C'était l'absence de peur. Et alors que Chloé s'installait dans une vie définie par ses propres décisions, le dernier chapitre,
celui d'une conséquence indéniable, avançait tranquillement vers sa fin. Le monde de Nicolas Beaumont ne se termina pas avec un gros titre. Il s'amenuisa. Le premier signe fut le silence de son téléphone. Pas d'alerte matinale des assistants, pas d'invitations étiquetées urgentes, pas de faveur de dernière minute déguisée en amitié. L'appareil fonctionnait toujours, mais le monde auquel il le connectait autrefois s'était tranquillement éloigné. Il restait assis seul dans son bureau longtemps après le coucher du soleil, lumières éteintes, la ville brillant au-delà de la vitre comme une vie qui ne le reconnaissait plus. Le logo de l'entreprise sur le mur semblait étranger maintenant, un symbole qu'il ne contrôlait plus. La direction intérimaire avait été prolongée. Les examens étaient devenus des audits. Les conversations étaient devenues prudentes. Personne ne l'accusait ouvertement. Il n'en avait pas besoin. L'enquête avançait sans spectacle. Irrégularités financières, manipulation de documents, manquements éthiques. Chaque conclusion atterrissait doucement, mais ensemble, elles formaient un verdict qu'il ne pouvait pas fuir. Le conseil émit une déclaration se distanciant de la conduite personnelle. Son nom restait, mais à peine, comme de l'encre s'effaçant du papier. Nicolas emballa son bureau par étapes. D'abord les objets personnels, puis les articles encadrés, puis les récompenses. Chacun semblait plus léger qu'il n'aurait dû, dépouillé du sens qu'il croyait autrefois qu'il portait. Il laissa le mur vide, ne sachant trop pourquoi ce détail le perturbait le plus. À la maison, l'appartement de haut standing résonnait. Le calme n'était pas paisible. Il était accusateur. Les pièces contenaient des souvenirs qu'il ne pouvait plus contrôler. Des rappels de moments qu'il avait rejetés comme insignifiants. Le calme de Chloé, son silence, la façon dont elle observait au lieu de réagir. Il avait pris la retenue pour de la faiblesse. Cette erreur se rejouait sans fin. Un soir, il se tint à la fenêtre où il avait autrefois porté un toast au nouveau départ. La vitre reflétait un homme qu'il reconnaissait à peine. Plus vieux, plus petit, incertain. La certitude qu'il ancrait autrefois s'était dissoute, ne laissant que des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Il pensa à Chloé alors, non pas avec colère, pas même avec regret, avec incrédulité. Elle était partie sans se retourner. Pas de discours, pas de vengeance, pas de tentative de le ruiner publiquement. Elle n'avait pas eu besoin de le faire. Son absence faisait le travail pour elle. Elle exposait la vérité qu'il avait enterrée sous le contrôle et l'arrogance. Nicolas essaya de tendre la main une fois. Le message resta non envoyé, parce que qu'aurait-il pu dire qui ne ressemblerait pas à de l'autopréservation? Des jours plus tard, l'avis final arriva. Une demande formelle de démission. Temporaire, en attente des résultats, soigneusement formulée, professionnelle, assez définitive pour compter. Il la signa sans cérémonie. Pour la première fois de sa vie, sa signature signifiait une perte. Dehors, la ville continuait. Elle le faisait toujours. De nouveaux visages remplaçaient les anciens. De nouvelles histoires poussaient les siennes. Nicolas Beaumont devint un conte moral. Chuchoté parmi les gens qui l'enviaient autrefois. Pouvoir mal utilisé, contrôle pris pour de la force. Silence sous-estimé. À l'autre bout de la ville, Chloé vivait sa vie sans son ombre. Elle ne suivait pas sa chute. Elle n'avait pas besoin d'en être témoin pour se sentir complète. Ses conséquences n'étaient plus sa responsabilité. Nicolas comprenait cela. Maintenant, seul dans un espace qui ne semblait plus mérité, il faisait face à la vérité qu'il avait évitée pendant des années. Il n'avait pas tout perdu parce que Chloé avait riposté. Il avait tout perdu parce qu'il croyait être intouchable. Et le système qu'il avait plié à sa volonté s'était finalement replié. Parce que la fin de Nicolas Beaumont n'était ni bruyante ni dramatique. C'était la perte tranquille et permanente de la pertinence, de la confiance et du contrôle. Le matin où Chloé ferma la porte sur son passé, il n'y eut aucune cérémonie pour le marquer. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de l'appartement, douce et sans hâte. La ville dehors bougeait avec son rythme habituel, ignorante que quelque chose de définitif s'était déjà produit. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de son enfant, regardant le sommeil monter et descendre selon un motif régulier et paisible. Cette simple vue l'ancrait plus que n'importe quel jugement ne l'avait jamais fait. Elle avait appris que les fins n'avaient pas besoin de témoins. La vie s'installait dans une forme qui semblait honnête, pas parfaite, pas grandiose, honnête.
Chloé travaillait selon ses propres termes, choisissant des projets qui comptaient, déclinant ceux qui ne comptaient pas. Son nom portait désormais un respect tranquille, non pas parce qu'il était défendu bruyamment, mais parce qu'il n'était plus remis en question. Les gens finirent par arrêter de demander des nouvelles de Nicolas. Quand son nom faisait surface, il semblait lointain, comme une histoire qu'elle avait lue autrefois, mais jamais pleinement vécue. Le scandale s'était estompé dans la mémoire, réduit à une note de bas de page dans les cercles d'affaires. Il ne définissait plus sa chronologie. Il ne l'avait jamais vraiment fait. Un soir, alors que la lumière d'automne déversait de l'or à travers la pièce, Chloé reçut un appel de Stéphane. C'était bref. Administratif, les confirmations finales étaient passées, le fonds était entièrement stabilisé. La garde était permanente. Il n'y avait plus de fil juridique restant. Vous êtes libre, dit simplement Stéphane. Chloé le remercia et raccrocha, ne ressentant aucune bouffée de triomphe. La liberté, réalisa-t-elle, n'était pas un moment, c'était une condition dans laquelle elle était déjà entrée. Ce soir-là, elle cuisina le dîner pendant que son enfant était assis au comptoir, balançant les jambes et parlant de l'école. La conversation vagabonda comme le font celles des enfants, atterrissant finalement sur une simple question. On va bien maintenant ? Chloé fit une pause juste assez longue pour être certaine de sa réponse. Oui, dit-elle. On va bien. Plus tard, après que la vaisselle fut faite et les lumières tamisées, Chloé se tint près de la fenêtre une dernière fois. La ville brillait, familière et non menaçante. Pendant des années, elle avait vécu à l'intérieur des attentes des autres, mesurant sa valeur à la façon dont elle endurait bien. Elle n'avait plus besoin de faire ça. Son téléphone vibra avec un message qu'elle n'ouvrit pas tout de suite. Ça pouvait attendre. Tout pouvait attendre maintenant. Elle n'avait nulle part où elle devait faire ses preuves. Rien qu'elle devait récupérer. Elle avait déjà reçu ce qui comptait. Sa voix, son enfant, son avenir. Chloé se détourna de la fenêtre et retourna dans sa vie, fermant doucement la porte derrière elle. Pas dans la colère, pas dans la peur, mais avec certitude. Certaines fins punissent. Certaines fins rachètent. Celle-ci rétablissait l'équilibre. Nicolas Beaumont perdit ce qu'il essayait de contrôler. Chloé Valmont gagna ce qu'elle était destinée à garder. Et rien dans son monde n'avait besoin de changer à nouveau pour que cela reste vrai. L'histoire ne continua pas. Elle se résolut parce que la plus grande victoire n'était pas de gagner le procès. C'était de ne plus jamais avoir besoin de se battre comme ça. L'histoire touche à sa fin maintenant. Et si vous êtes encore ici avec nous en ce moment, alors quelque chose dans ce voyage a dû toucher votre cœur d'une manière calme et personnelle. Peut-être que cela vous a rappelé un moment où vous êtes resté silencieux plus longtemps que vous n'auriez dû. Peut-être que cela a reflété un moment où la vie a tout dépouillé et où vous avez dû découvrir qui vous étiez vraiment sans le bruit, sans les filets de sécurité. L'histoire de Chloé n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de se souvenir de soi-même. Comme nous l'ont enseigné les stoïciens, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et aussi, ce qui fait obstacle devient la voie. La douleur ne l'a pas brisée. Elle l'a clarifiée. La guérison n'est pas venue de la vengeance, mais de la reconquête de la dignité, des limites et de la paix intérieure. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous porter dans nos propres vies. Quand le monde semble injuste, quand le silence ressemble à de la faiblesse, souvenez-vous de ceci. La patience n'est pas une reddition. Et le calme n'est pas une défaite. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de prendre du recul, de respirer et de choisir qui vous devenez ensuite. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a parlé à quelque chose que vous portez, s'il vous plaît prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de raconter des histoires qui guérissent, et pas seulement qui divertissent. Merci d'être resté jusqu'à la fin.